Salut les cinéphiles, bonjour ou bonsoir à tous, c'est Alex, bienvenue dans cette nouvelle émission cinéma sur NRTV. Alors c'est le printemps, les films fleurissent dans les salles de cinéma. Oui je sais, cette intro est toute nulle, mais il fallait bien en trouver une. Mais vous inquiétez pas, l'émission elle sera super, comme la forme de mes compères. Salut Patrick. Salut Alex. Comment ça va? Écoute bien, ouais. C'est le printemps pour toi aussi? Ouais, c'est le printemps, il fait pas très chaud quand même en ce moment. Pas encore. Mais voilà. Eh ben on peut aller au cinéma. On peut aller au cinéma. Bon, salut Thibaut. Salut Alex. Comment tu vas toi? Mais écoute, ça va finalement, la programmation à l'image du temps. On s'attend à ce que ce soit bien, qu'il fasse beau, et puis en fait, c'est un peu décevant. Voilà, tu commences déjà. On n'a pas commencé, t'es déjà. Eh ben oui, c'est comme ça. Et ben voilà, le menu justement, on va vous le donner parce que, eh bien, notre film du mois, c'est le blockbuster de Fall Guy. Film sur un cascadeur qui doit sauver le film de sa dulcinée. C'est du popcorn movie avec Ryan Gosling et Emily Blunt, et c'est d'ores et déjà en salle. On parlera ensuite de Back to Black, encore un biopic musical, oui, mais cette fois-ci sur la chanteuse Amy Winehouse, qui n'en avait pas encore. Et bien maintenant, c'est chose faite avec Marisa Abela qui l'incarne. Et on terminera avec un drame français sur un prof qui se fait accuser de harcèlement par une élève. C'est Pas de vague avec François Civil. Et ça sort en salle, notez bien, le 15 mai. Et bien sûr, l'agenda de Patrick, les coups de cœur et l'actu ciné avec nos attentes pour le Festival de Cannes. Et oui, mois de mai oblige, le Festival de Cannes arrive avec son lot de films à attendre. Et puis, Quentin Tarantino qui a annoncé ces derniers jours annuler son tout dernier film qui devait rentrer en tournage. Bref, on va parler de tout ça, mais on commence par le débat critique avec de l'action, des blagues, des explosions. Fall Guy, c'est parti. La star du film a disparu. Tu retrouves Ryder, tu sauves le film de Jodie, tu récupères l'amour de ta vie. Je suis pas le héros, seulement la doublure. Non, pas aujourd'hui. Tom, on a besoin de toi sur le tournage, mon pote. Un cadavre dans la glace. Il était méga mort, Gail. Mort de chez mort. Il s'est mis à fréquenter des gens vraiment très louches. J'ai pas eu le choix. J'étais obligé de passer en mode Jason Bourne, tu vois. Ils ont essayé de me tuer. Et ils faisaient pas semblant. Tu peux le faire, tu peux le faire. Ça va pas le faire. C'est trop dangereux. Il y a des escaliers. Ok. T'es blessé? Qu'est-ce qu'il y a? T'as vraiment une sale tête. Et toi, t'es magnifique. Voilà, Ryan Gosling qui incarne un cascadeur qui doit retrouver son acteur, joué par Aaron Taylor-Johnson, qui a mystérieusement disparu du tournage d'un space opéra qui ressemble étrangement à Dune. Et la réalisatrice, eh bien, c'est Emily Blunt. Alors, notre cascadeur va devoir sauver le film et reconquérir le cœur de sa belle. Alors, on adapte ici c'est une citation plutôt à une série à succès, L'homme qui tombe à pic dans les années 80. Et cette comédie d'action, on la doit à David Leitch, réalisateur notamment du premier John Wick, enfin co-réalisateur, mais ensuite en solo, il a signé notamment Atomic Blonde ou plus récemment la comédie d'action à succès Bullet Train avec Brad Pitt. Patrick, du coup, est-ce qu'on s'amuse avec ce Fall Guy? On passe un bon moment. Franchement, c'est divertissant par rapport au côté blockbuster, film voilà, où on passe un bon moment. Ça, c'est rempli au final. Après, le film, il mélange vraiment plusieurs genres. Il y a, en même temps, c'est une histoire romantique. En même temps, il y a bien entendu l'action. Il y a aussi beaucoup de citations au cinéma, puisque ça se passe dans le milieu du cinéma et la réalisation d'un film. Et puis, il y a aussi une tonalité qui est assez deuxième degré, très ironique dans les dialogues, dans les relations, dans les scènes. C'est très dans l'air du temps. Hein, très dans l'air du temps, voilà. Hein. Et tout ça mis ensemble, je trouve que ça crée un peu quand même quelques problèmes, entre autres de rythme. Ouais. Par exemple, le film met pas mal de temps à se mettre en route. Le but du film, d'aller retrouver l'acteur du film qui est en train d'être tourné, ça intervient après pas mal de temps. Et puis, ça enlève aussi un peu du suspense par rapport à l'aspect, on va dire, enquête policière ou action qu'il pourrait y avoir. Ouais. Tout est un peu léger, finalement. Ouais. Donc, du coup, on ne se sent pas forcément hyper impliqué en tant que spectateur, ouais. Mais en même temps, voilà, ça reste divertissant, amusant. Alors, divertissant et amusant pour Patrick. Et pour Thibaut, est-ce qu'il goûte cette comédie d'action ? Pas du tout. Non, ah bon moi, David Leitch, depuis le début, je suis très peu client. Je trouve intéressant qu'on ait un cascadeur qui se mette à la réalisation et dont le projet ce soit justement de faire des films qui mettent en avant la cascade, parce que voilà, autant lui que son co-réalisateur sur John Wick, Chad Stahelski, c'est des cascadeurs qui ont toujours été frustrés de la façon dont on mettait en scène les cascades et l'action dans le cinéma hollywoodien, où on surdécoupait justement les chorégraphies, et finalement on mettait pas en valeur la cascade. Et là, leur projet
projet, chacun dans leur filmographie respective, c'est de remettre vraiment la cascade au centre du film. Ouais, et tu fais bien de le préciser, parce que oui, c'est ça aussi tout l'intérêt de ce film-là, c'est que c'est un cascadeur qui parle lui-même, qui fait une déclaration d'amour au cascadeur. Exactement, finalement. Et donc ça devrait être son film le plus personnel et un film intéressant, mais en fait tout ça, pour moi, ça en reste au niveau théorique, c'est ce que nous annonce le scénario à la base. On va parler du métier de cascadeur et de comment ça s'inscrit dans le système hollywoodien, mais sauf qu'en fait, à l'image, il fait exactement tout ce qu'il reproche au cinéaste habituellement, c'est-à-dire qu'il surdécoupe son action, il monte tout ça de telle sorte qu'on peut jamais vraiment profiter des chorégraphies et des cascades, et je trouve assez caractéristique que dans le générique de fin, on nous mette des images du tournage et des vraies cascades, et que ces images-là soient plus intéressanentes et impressionnantes que ce qu'on a dans le film lui-même. Donc, pour moi, il passe complètement à côté du complètement sujet. À côté. Ouais. Moi, je trouve que tu pinailles quand même, parce que effectivement, le divertissement, moi je trouve qu'il est quand même là. Je veux dire, c'est rythmé, c'est explosif. Et puis, il n'y a aucun plan, aucune idée de mise en scène spécialement intéressante. Les seuls trucs, c'est qu'on a cette posture post-moderne de petit malin où on nous balance des effets stylistiques hyper clinquants et soi-disant cool. Mais en fait, c'est juste cynique. On nous fait un écran splitté et on nous dit qu'on nous fait un écran splitté. Je suis plus malin que vous, c'est rigolo. Et en fait, moi, j'ai juste à faire un truc cynique et pas très incarné. Ouais, bon, il y a ce côté, c'est un peu ringard, c'est vrai, puis c'est un peu assumé, un peu, quoi. Oui, voilà. Bon, moi, j'ai bien aimé le chien qui mord les couilles. Après, parmi ces effets stylistiques, je rejoins, c'est vrai qu'il y a un petit peu le côté, on fait du style pour faire du style. Il y a quand même quelques séquences qui sont assez impressionnantes. La première, par exemple, la scène d'ouverture et la cascade d'ouverture et la chute du départ est quand même plutôt efficace et réussie. Oui, mais moi je trouve... Voilà. Il n'y a rien qui se retient spécialement, mais je trouve que ça fait l'affaire. Ça fait alors c'est au niveau léger, minimum, etc. Et tout, je suis d'accord. Et puis le charisme quand même d'Emily Blunt et Ryan Gosling. Alors, au niveau du casting, j'ai rien à redire. Effectivement, Ryan Gosling, on découvre pas qu'il a un talent comique indéniable. Emily Blunt est parfaite aussi dans ce rôle-là. Maintenant, là aussi, dans l'écriture de leur personnage et de la romance, tout est super artificiel et on prend jamais le temps vraiment de développer ces personnages. Mais Patrick, tout est deuxième degré parce qu'en plus, mais il y a quand même une scène qui est hyper drôle au niveau de la romance. C'est une scène où en fait elle se venge de lui. Elle lui fait faire 10 fois une cascade où il est mis en feu puis projeté contre un caillou, en lui racontant ce qu'elle a vécu lors de leur rupture, etc. Donc il y a des scènes comme ça qui sont quand même assez drôles aussi. Et des larmes de Ryan Gosling en écoutant du Taylor Swift. Oui, je ne sais pas ce qu'il vous faut d'autre pour aller voir The Fall Guy. Bon, vous l'aurez compris, léger, Patrick et moi, on vous dit plutôt allez-vous. Oui, allez-y, c'est léger, on est d'accord. C'est pour aller entre potes avec un seau de popcorn et puis là on passe un bon moment. On l'oubliera peut-être quelques jours après, mais voilà, pour Fall Guy, par contre Thibaut, il nous dit... Non, je pense qu'on peut facilement trouver mieux à faire. Ah, bon, mieux à faire. Et peut-être voir le film suivant, justement. Je ne sais pas, on va voir. On se replonge tout de suite dans la musique incroyable et cette voix si particulière d'Amy Winehouse dans son biopic. C'est les images de Back to Black. From primary school to sell-out concerts. It's going to happen one of these days. Voice like yours, got to. It's one of the best I've ever heard. That's my daughter. That's my Amy. I met someone tonight. Stay lucky, Amy. Got an eye for the bad boys. The album's #1 around the world. The highest charting album from a British female artist in the US ever. Voilà, Amy Winehouse qui a son biopic parmi la flopée de biopics musicaux consacrés aux stars de la pop décédées ou non. Amy Winehouse n'avait pas encore le sien, c'est chose faite, où la jeune actrice Marisa Abela prend l'accent et parfois le timbre de voix de la star britannique décédée à 27 ans d'une overdose d'alcool. Alors le film est malheureusement réalisé par Sam Taylor Johnson, réalisatrice de 50 Shades of Grey. Ça veut en dire beaucoup peut-être sur le projet qu'on attendait un peu crispé. Thibaut, et qu'est-ce que ça vaut au final ? Ça vaut que fondamentalement, c'est pas extrêmement différent de la flopée de biopics musicaux, ce qui nous tombe dessus depuis quelques années et qui nous raconte toujours exactement la même histoire, de jeunes artistes qui se sont brûlés les ailes dans le showbiz, mais sans avoir le moindre point de vue original. Là, il n'y a pas un point de vue très original. Maintenant, je trouve que en termes d'écriture, dans ce que ça raconte, même si ça reste globalement très lissé,
C'est pas déplaisant. On prend quand même le temps de développer certaines scènes, de raconter quelque chose avec ses personnages. Je trouve qu'il y a des choses qui marchent. La rencontre, par exemple, avec son futur mari, Blake, je ne sais plus comment il s'appelle. Mais... Blake, le fameux. Au pub, là, on a un moment où on prend le temps d'avoir un échange, un dialogue, et il y a des relations qui se tissent, et je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Maintenant, effectivement, le problème, c'est que c'est Sam Taylor Johnson, c'est que c'est réalisé absolument c'est pas beau, déjà. Hyper plate, la photo est très terne, et puis c'est très lisse. Enfin, ça manque, je suis désolé de le dire, mais ça manque de crasse, quoi. Enfin, vu l'histoire d'Amy Winehouse, il faudrait que ce soit un peu plus organique, un peu plus dérangeant à l'image, et c'est pas du tout le cas. Donc une fiche Wikipédia de luxe, ouais, et puis on se centre sur la relation amoureuse, vraiment. Puis même pas un peu. Pour moi, c'est ça le problème, si tu veux, c'est que vraiment le scénario, il se concentre sur la relation amoureuse, et puis tout d'un coup, l'aspect création musicale, il est pas suffisamment traitée à mon goût, c'est-à-dire que par exemple elle devient une star, elle enregistre des albums, on a l'impression qu'elle fait ça en 3 mois, quoi. Enfin, ça arrive hyper vite au niveau du truc. Par contre, on prend des plombes à raconter la relation amoureuse, et puis même l'aspect des dépendances et des problèmes qui sont intervenus dans la vie d'Amy Winehouse après, c'est fait de manière mais très clean, c'est-à-dire qu'il n'y aura jamais une scène de violence réelle, elle est toujours hors cadre, ou alors il y a une ellipse, voilà, du style ils se sont foutus sur la gueule, il y a dans la scène d'avant qu'on n'a pas vu. Il y aura un peu de maquillage qui coule, un peu de vomi par terre, mais c'est tout. Donc tout est un petit peu clean. Il y a le rôle du père aussi qui, à mon avis, est un petit peu... il apparaît comme quelqu'un d'extraordinaire, qui a toujours soutenu sa fille, etc. Tous les personnages ont une bonne excuse pour leur comportement. On voit quand même dans certaines scènes qu'il est intéressé par la carrière et l'argent. Mais pas énormément par rapport, je pense, à la réalité. Bon, il est producteur, il a donné le droit, etc., sur le film, etc. Donc je pense que tout ça fait un film qui passe à côté de l'intégralité du sujet qu'il devrait traiter, en se concentrant un peu trop sur l'aspect amoureux. Je suis d'accord et pas d'accord avec toi, figure-toi, parce que en fait... un peu plan-plan, quoi. Oui, alors un peu plan-plan, mais quand même, pour rejoindre un peu Thibaut, finalement, de se centrer, tu vois, sur cette relation amoureuse, en fait, ça représente vraiment qui était Amy Winehouse, c'est-à-dire, ça met en valeur, je trouve, la banalité, finalement, de sa vie. C'est une londonienne qui était folle amoureuse d'un gars, et puis qui s'est saoulée à l'alcool et qui a écrit ses chansons déprimantes parce qu'elle était amoureuse. C'est aussi une artiste avec un don et une voix exceptionnelle. Oui, mais son histoire n'est pas incroyable. Mis en avant. Et puis, le problème des dépendances qui l'ont conduite à sa fin sont aussi traitées très à la légère, quoi. Par contre, l'actrice, elle se révèle. Et franchement, il fallait le faire pour ne pas la singer, Amy Winehouse. Parce qu'il faut préciser, elle chante quand même quelques parties. Il y a des parties où c'est du karaoké. On reprend les chansons, c'est la voix de Winehouse. Exact. Mais elle chante quand même, et notamment des moments seule avec la guitare. Je me disais, c'est assez confort. Oui, puis ce qui est intéressant, c'est qu'elle tente, tu l'as dit, elle tente pas vraiment le mimétisme. Physiquement, elle ne lui ressemble pas tant que ça. Et puis, effectivement, dans sa façon d'être, elle ne vire pas dans l'imitation un petit peu bancale. Non, il y a un vrai personnage qui est incarné. Et elle ne surjoue pas, effectivement, les tics qu'avait Amy Winehouse ou les façons d'être d'Amy Winehouse. On pourrait la singer très rapidement. Moi, il y a juste une chose aussi que je mettrais un petit peu en avant rapidement par rapport au film et la réalisation, c'est l'ambiance de Camden, du quartier de Londres où le film a été tourné, et je trouve que ça rend bien l'ambiance de cette époque-là, les rues, tout ça, on a du plaisir à découvrir ça. Pour résumer, Back to Black, je vous sens un peu mi-figue, mi-raisin tous les deux, moi je suis plutôt moins figue, moins raisin. Ah bon on n'y va pas. Mais il faut plutôt découvrir le doc dont on va reparler, qui a été fait il y a quelques années, qui s'appelle Amy, qui est vraiment plus complet. On parlera dans les coups de cœur. Donc Patrick dit non, on peut s'abstenir. En fait, si vous connaissez déjà très bien Amy Winehouse, je vous ai rien à prendre de nouveau. Voilà, donc... Moi, je dirais peut-être pour l'actrice, à la limite, ça peut valoir la peine. Voilà donc pour Back to Black, on passe tout de suite à un drame français sur l'école et le harcèlement scolaire, c'est pas de vague, regardez. Un pari de séduction qui passe par la flatterie. J'essaye de créer un lien avec eux. On étudieront ça. Par exemple, avec cette nouvelle coiffure, Leslie est particulièrement en beauté aujourd'hui. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Le poème parle d'amour, de séduction, de désir. Qu'est-ce que je dois faire, moi? Tu pourrais passer me voir? Un problème? Non, rien de grave, mais passe me voir après. Du harcèlement? Que je harcèle Leslie, moi? Moi, j'ai rien à voir avec ça, monsieur. Mais bien sûr, personne n'a rien à voir avec ça, évidemment. Il a dit qu'elle était fraîche. Mais oui, Leslie, je parlais de l'eau. Sauf qu'il a dit en me regardant dans les yeux.
Le Français Teddy Lucie Modeste réalise et coécrit ce film où il raconte sa propre expérience lorsqu'il était prof de français et s'est vu accusé à tort de harcèlement sexuel par une élève dans un collège. Ici, vous l'avez vu, c'est François Civil qui l'incarne. Alors notez bien que ce film, Pas de vague, n'est pas encore en salle. Il sortira le 15 mai chez nous. Patrick, ça vaut quoi, Pas de vague ? Moi, c'était une assez bonne surprise. J'ai trouvé le film vraiment efficace dans sa façon de dépeindre ce problème au départ d'harcèlement, mais qui en fait va grandir et comme ça, puis créer une sorte d'injustice et des tensions par rapport au professeur autour, va vraiment pourrir sa vie de plus en plus. Et je trouvais ça que la tension et comme ça se met en place, l'engrenage dans lequel il tombe, mis en scène et raconté de manière assez efficace. J'étais tout le temps en train de me dire ne réagis pas là si on te provoque, non, ne fais pas ça comme ça, fais pas ça comme ça. Enfin, vraiment, il y avait un truc comme ça. C'était en empathie avec le personnage. En empathie avec le personnage aussi. Et puis, je trouve que le scénario a l'avantage, l'intérêt de ne pas se concentrer finalement que sur le harcèlement. Il va vraiment s'élargir par rapport à des questions sociales, par rapport aux élèves qui sont là et au système d'éducation en France, et puis donner aussi un message sur l'importance effectivement de l'éducation, de la connaissance et du savoir. Donc je trouvais que le film s'élargissait de manière vraiment intéressante. C'est vrai que c'est un sujet très fort et très actuel, hein, Thibaut. Est-ce que ça suffit pour faire un bon film ? Pas complètement, même si effectivement il y a un très gros intérêt de base, parce que comme l'a dit Patrick, l'intérêt c'est qu'on va parler finalement de tout un tas de choses et faire un panorama global de l'enseignement et de tout ce que ça implique, quoi. Mais justement, je pense que le problème c'est qu'il s'éparpille un peu dans tous ces sujets. Il y a la volonté de faire quelque chose d'assez nuancé, je crois, et pas de juste dépeindre un petit prof qui va se retrouver accusé à tort. Ouais. Et on va parler aussi du harcèlement, mais aussi de l'homophobie, parce que je ne crois pas que tu l'as dit, mais il est lui-même homosexuel, et puis on lui dit dans son entourage, mais pourquoi tu le révèles pas, ça pourrait t'innocenter, et puis lui le cache. Il y a ces questions-là. Il y a aussi la question des élèves qui peuvent avoir des situations familiales difficiles, c'est le cas de la question. On va parler aussi des problèmes de banlieue, etc. Et donc, c'est intéressant parce qu'il y a la volonté de faire un panorama nuancé, mais en même temps, je pense que tous ces aspects ne sont pas toujours très bien traités. Il y a des choses aussi un petit peu caricaturales. Le frère de cet élève qui est la caricature de la petite frappe qui va menacer de mort directement l'enseignant. Moi, je n'ai pas trouvé ça très nuancé au final, parce qu'on a un peu ce prof qui est un peu tout blanc. De base, et c'est puis, de faire ça, mais le problème aussi, c'est que moi, j'ai l'impression qu'on devrait être d'accord avec tout le monde, et en fait, quand je vois le film, je suis d'accord avec personne parce que tous les personnages sont antipathiques, et du coup, je trouve que le discours. Et ça joue pas très bien aussi, hein. Ça joue pas très bien. Je suis pas d'accord. Patrick ? Non, je suis pas d'accord. Je trouve que François Civil, il est très bien. C'est certainement un des meilleurs rôles qu'il a eu. Mais les seconds rôles, c'est compliqué. Après, les autres profs. Après, je partage pas non plus ce sentiment par rapport au côté caricatural des personnages. C'est-à-dire, je pense que moi, j'ai senti quelque chose de très réel dans les personnages, dans leur façon d'être. Je pense que ces personnages peuvent exister dans la réalité aussi. Et puis je pense qu'être menacé par une petite frappe à la sortie de l'école, les petites frappes, elles doivent être comme ça. Je pense que les petites nanas qui accusent d'harcèlement le prof, qui sont sur les réseaux sociaux et ce genre de choses-là, doivent être un petit peu comme ça aussi. Enfin, j'ai vraiment fonctionné, puis j'y ai cru, quoi. Ouais, et sujet dangereux aussi, après MeToo. Ça rappelle aussi cette histoire du prof qui avait été tué en France par rapport à des parents d'élèves et ce genre de choses et tout. Donc je trouve que le film, il est très pertinent. Ouais, et puis c'est un film qui, je pense, suscitera, si vous allez le voir en famille ou qui suscitera effectivement des discussions. Pas de vague, donc ça sort le 15 mai. Est-ce qu'on va le voir, Thibaut ? Je pense que c'est en tout cas intéressant, effectivement, pour son sujet, pour tout ce que ça brasse dans ce que ça raconte. Maintenant, je ne trouve pas abouti. J'aurais voulu un peu plus au niveau cinéma, quoi. Peut-être. Scénario. Ok. Patrick ? Moi, j'encourage à aller voir le film. Ouais. Bon, et ben voilà, vous l'aurez compris. Pour Pas de vague. Voilà, c'est tout pour le débat critique. Il y avait des avis partagés et puis des avis qui discordaient aussi. C'est le but donc de ce débat. Et tout de suite, on va passer à l'actu ciné. Alors
Alors que s'est-il passé sur la planète cinéma depuis quelques semaines, ou plutôt que va-t-il se passer ce mois de mai? C'est le Festival de Cannes, bien sûr. On ne peut pas y échapper. Du 14 au 25 mai, le Festival de Cannes fera découvrir une flopée de films et la sélection est très belle. Cette année, il y aura les nouveaux films de Cronenberg, Coppola, Dupieux, Audiard, Desplechin, Hazanavicius, Oliver Stone, Lanthimos, Lelouch, Schrader, Sorrentino, bref, un cru très très alléchant. Et la Palme d'Or sera remise par le jury présidé par Greta Gerwig, réalisatrice du carton Barbie, et avec dans le jury aussi Omar Sy, Eva Green, Lily Gladstone, Koreeda ou Bayona. Alors du coup, on a eu envie, parce que même si on ne sera pas au Festival de Cannes tous les trois, très souvent le mois de mai, les cinéphiles sont concentrés sur qu'est-ce qu'on a envie d'y voir, qu'est-ce qu'on va voir ces prochains mois en fait. Ouais, parce que Cannes est précurseur. Alors sûr. du coup, Patrick, j'ai eu envie de te poser la question, quel est le film que tu attends le plus de ce Cannes? Alors c'est un film iranien. Ouais. Qui s'appelle The Seed of the Sacred Fig. Donc, si je traduis, ça fait la graine de la figue sacrée. Ouais. C'est un film du réalisateur iranien Mohammad Rasoulov. On ne sait pas vraiment de quoi ça va parler. On n'a pas vu d'affiche, on n'a pas vu de photo. Donc, pourquoi est-ce que j'attends ce film en fait? C'est ça la question. En fait, j'attends ce film parce que les 2 films précédents du réalisateur m'ont vraiment énormément plu. Ouais. Je trouve que c'était 2 chefs-d'œuvre absolus. Un film qui s'appelle Un homme intègre, qui racontait l'histoire d'un éleveur de poissons qui a été présenté à Cannes en 2017. Il a eu le prix Un certain regard. Et en 2020, il a fait Le diable n'existe pas, qui est un film qui a eu le prix l'Ours d'or au Festival de Berlin. C'était un film très remarqué. En 3 parties, comme ça. Et ces films sont tellement brillants que je suis impatient de découvrir ces films-là. D'autant plus que le cinéma iranien, depuis pas mal de temps maintenant, malgré la censure, les difficultés pour réaliser les films, propose vraiment du cinéma engagé, du cinéma intéressant, pertinent, fort, avec des réalisateurs qui ont émergé comme Asghar Farhadi, etc. Et donc, du coup, un cinéma à suivre. Donc, je suis très impatient. Un cinéma à suivre. Donc, le prochain film de Mohammad Rasoulov, c'est ça? Exactement. Voilà. Thibaut, toi, tu attends quoi pour Cannes? Écoute, moi, j'attends le grand retour de Kevin Costner. Oui. Grand retour au western, puisqu'il était parvenu depuis Open Range, qui date de 2003. 20 ans, voilà. Et il revient avec Horizon, en tant que réalisateur. En tant que réalisateur, voilà, effectivement. Et c'est un projet monumental parce que c'est une grande fresque de western, donc en plusieurs parties. Il y aura en tout cas 2 films, peut-être 3, je crois que c'est une possibilité, mais qui sortiront les 2 cette année. Et donc la première partie sera présentée à Cannes et on nous raconte la période de la guerre de sécession. Je crois que ça commence avant la guerre, ça va jusqu'à après le conflit. Et un grand film choral avec plein de personnages sur plusieurs années, du coup. Et donc, j'ai très hâte de revoir ça. Ça donne très envie. Vu ce que Costner a fait sur le western. Et ça sort cet été aux États-Unis. J'espère que ça va sortir chez nous. Pas encore de date aussi. Chez nous, mais voilà, on croise les doigts. On va croiser les doigts. Peut-être que la sortie cannoise fera en sorte que ça vienne chez nous. Bon, moi, j'attends absolument le Mégalopolis de Francis Ford Coppola. Oui, c'est clair. Enfin, il va être présenté, ce projet de très très longue date. Ça fait depuis les années 80 que Francis Ford Coppola, alors réalisateur de la trilogie du Parrain ou de Apocalypse Now, pense à ce projet Maus de dystopie à New York. Alors c'est encore très nébuleux sur ce que ça va être, de quoi ça va parler. On n'a que cette image là que vous voyez, c'est la seule qui a été dévoilée. On sait qu'il y aura Adam Driver et Shia LaBeouf au casting. Et puis Coppola a investi près de 100 millions de dollars de sa fortune personnelle pour financer le film. C'est son grand retour parce que ça faisait depuis 2011 avec Twixt qu'il n'avait pas réalisé de film. Donc là, je pense que c'est un des plus attendus de la croisette. On attend aussi, Coppola. bien sûr. Donc vous, j'imagine, Coppola, aussi. On adore. Tout. Oui, même si en vrai, soyons honnêtes, le film qu'on attend, c'est Furiosa, et puis c'est tout. Ah oui, voilà, Furiosa de George Miller, bien sûr. On va en reparler, je pense. Mais oui, dans la prochaine émission. Mais pour l'instant, on vous parle d'une autre news. C'est Quentin Tarantino, qui a annulé son dernier film. Alors vous le savez peut-être, Tarantino, il s'était promis de ne réaliser que 10 films dans sa vie. Il l'a dit et répété tout au long de sa carrière. Ça faisait un peu un coup marketing. Mais personne n'y croit, ça. Oui, personne n'y croit, mais apparemment, lui, il y croit fort. Parce qu'il s'est mis la pression, parce que son prochain film, il s'avère être le 10e et donc dernier. Alors du coup, faut pas rater son coup. Et ça devait s'appeler The Movie Critic, ça devait mettre en scène Brad Pitt et être tourné là, à la fin de l'année. Et Tarantino, il a dit « Je jette l'éponge, j'abandonne tout, on fait table rase de ce projet ». Qu'est-ce qui se passe, Thibaut ?
C'est assez flou pour l'instant. On n'a pas beaucoup d'infos sur les raisons de l'annulation. On a quelques infos sur ce qu'était censé être le projet. Il était censé parler de Pauline Kael, qui était une grande critique aux États-Unis pendant la période du Nouvel Hollywood notamment, et qui a beaucoup compté justement dans la cinéphilie de l'époque. Et visiblement, ça aurait pu être un beau dernier film, parce qu'apparemment, il aurait envisagé plusieurs formes, mais on parle notamment d'un truc un peu rempli d'autocitation à son propre cinéma. Puis on imagine effectivement qu'en tant que cinéaste cinéphile, il aurait pu faire tout un tas de clins d'œil à toutes les formes de cinéma qui l'ont construit. Donc c'était alléchant sur le papier. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il abandonne? Est-ce que justement c'était trop ambitieux? Est-ce qu'il n'a pas réussi à trouver l'angle suffisant? Est-ce qu'il y a d'autres raisons plus terre à terre? Je ne sais pas. Mais c'est fou qu'un cinéaste de cette envergure, Patrick, abandonne comme ça son film alors qu'il s'apprêtait à le tourner, quoi. Mais moi, ce que je trouve assez fou, c'est qu'il s'est mis lui-même une monstre pression en disant c'est le dernier, c'est le 10e, ça sera le dernier. Donc du coup, j'imagine Tarantino tout speed avec son scénario en essayant de tourner, puis il dit ah non, ça va pas, allez, je réécris, etc. Parce qu'il paraît que ça a pris plein de formes. On a entendu que Tom Cruise avait été envisagé au casting aussi. Enfin, il voulait reprendre le personnage de Once Upon a Time avec Brad Pitt, Brad Pitt, etc. Donc, d'après ce que j'ai entendu, c'est qu'effectivement, il n'était jamais satisfait de quelle direction il prenait avec son scénario et tout. Et du coup, j'ai l'impression qu'il s'est mis une grosse pression. Et puis du coup, on verra jamais ce film. Vas-y Quentin, lâche-toi, amuse-toi comme d'habitude et fais-nous un film. Eh ben, on verra jamais The Movie Critic. Et puis on verra quel sera peut-être qu'on le verra quand même sous une autre forme. C'est ça. Quel sera le prochain film de Tarantino? Est-ce que ce sera son dernier? Eh ben, réponse, on ne sait pas quand, en fait. Voilà, tout simplement. Exactement. Voilà pour l'actu ciné. Et on passe tout de suite à l'agenda de Patrick. Voilà, Patrick, outre les films dont on a débattu dans ce débat, mais quels sont les événements cinéma du mois de mai dans notre région? Il y a des trucs bien. Alors, on commence avec la Dolce Vita au Cinéma Capitole à Nyon. Et oui, c'est en ciné classique organisé en partenariat avec le Ciné Club de Nyon. Vous allez pouvoir y voir le chef-d'œuvre de Fellini, considéré comme un des plus grands films de l'histoire du cinéma, qui suit l'histoire d'un reporter pendant une nuit à Rome. Alors, il y a la célèbre scène dans la fontaine de Trévi où Marcello Mastroianni et Anita Ekberg se rafraîchissent, qui est une des images inoubliables du cinéma. Donc c'est le 6 mai à 20h15. Et puis, on parlait du Festival de Cannes. Eh bien, on peut le vivre comme si on y était, dans la région, justement, au Cinéma Capitole et au Cinéma Rex à Aubonne. Qu'est-ce qui se passe? On va proposer la projection en même temps que sa projection à Cannes, le 14 mai à 20h30, du film de Quentin Dupieux, Le Deuxième Acte. On ne sait pas énormément de choses. On sait que ça se passe un peu en huis clos dans un restaurant au milieu de nulle part. On sait que c'est une histoire de triangle amoureux un petit peu. Mais voilà, avec Quentin Dupieux, on peut s'attendre à plein de choses. Et ce qu'on sait, c'est le casting. Il y a Léa Seydoux, Louis Garrel, Raphaël Quenard et Vincent Lindon. Eh ben joli. Voilà. Documentaire qui est super d'ailleurs, Toute la beauté, le sang versé, qui sera proposé à nouveau au Ciné-Club de Morges. Je crois que je l'avais déjà pris en coup de cœur à l'époque. C'est le jeudi 16 mai à 20h. Ce doc nommé aux Oscars revient sur la vie de la photographe Nan Goldin et il va suivre son combat contre les entreprises pharmaceutiques autour du scandale des opiacés. C'est un film bouleversant et engagé. Vous pouvez avoir des infos sur cinémaodéon.ch. Ambiance années 80 avec la projection de Stop Making Sense le 20 mai au Cinéma Capitole à Nyon. Ça parle des Talking Heads, c'est ça? Ouais, c'est un concert filmé du groupe pop-rock Les Talking Heads. C'est un concert qui a 40 ans. Il ressort pour l'anniversaire du film dans sa version restaurée. Il est réalisé par Jonathan Demme, qui avait fait Philadelphia ou Le Silence des agneaux. Il paraît que c'est un des meilleurs films de concert de tous les temps. Je ne l'ai pas encore vu, ça sera l'occasion de le découvrir. J'encourage les gens à aller taper du pied, parce qu'en plus c'est une musique pop assez sympa, les Talking Heads. Alors, autre ambiance du coup au Ciné Versoix, le 24 mai à 20h30, c'est Green Border, on en a pas mal parlé de celui-là. C'est une fiction qu'on va qualifier de éprouvante quand même, qui va suivre les tentatives d'un groupe de migrants à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne pour rejoindre l'Europe. C'est un film engagé, nécessaire à mon avis, un documentaire choc qui a été récompensé au Festival de Venise. Et puisqu'on parle de documentaire, une nouvelle séance Vision du réel on tour aura lieu le 27 mai à 20h30 au Cinéma Capitole à Nyon. Mais qu'est-ce que c'est? Alors, avec le documentaire Bye Bye Tibériade, c'est le parcours de l'actrice palestinienne Hayam Abbas. Gros parcours, en fait. Elle a quitté la Palestine pour aller jusqu'en France et puis ensuite à Hollywood. Elle a tourné avec Spielberg, avec Jean Becker, Patrice Chéreau, Denis Villeneuve, Ridley Scott. Donc, grosse carrière, mais actrice pas forcément
méga connu. Et puis, le film est un voyage assez intime, composé d'images d'archives, mais aussi elle va retourner en Palestine avant la guerre, en compagnie de sa fille. Donc, il y a des images sur ce retour-là qui composent également le film. Ça peut être une très, très belle découverte. C'est un film touchant, intéressant dans sa forme, sur une actrice assez impeccable, on va dire quand même. Et ben voilà, plein de belles choses à voir dans notre région, dans les cinémas de la région. Merci, Patrick. Voilà, avec plaisir. Et puis, si on veut d'autres films à voir chez soi ou au cinéma, eh ben, c'est place au coup de cœur. Voilà. On commence avec le tien, Thibaut. Tu nous emmènes au Bhoutan. Oui. Avec The Monk and the Gun. J'adore aussi. Ah, voilà. J'arrive pas à me retenir. Voilà. C'est un coup de cœur commun. Et moi aussi. Coup de cœur commun, c'est en salle en ce moment. C'est le prix du public au dernier festival de films de Fribourg. Mais alors, ça nous raconte quoi sur le Bhoutan ? Eh bien, écoute, ça nous raconte une période de l'histoire du Bhoutan assez importante. C'est l'arrivée de la démocratie. En fait, en 2006, le Bhoutan découvre en même temps Internet, la télévision et la démocratie, puisque le roi décide d'abdiquer et d'offrir à son peuple une démocratie. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut éduquer la population, leur apprendre qu'est-ce que c'est de voter, marche, voter, tout ça. Donc, on a des gens du gouvernement qui sont envoyés dans les campagnes pour apprendre tout ça. Et en parallèle, on va suivre dans cette région rurale un moine qui est chargé par son lama de trouver un fusil. On ne sait pas exactement pour quelle raison. Et donc, il va parcourir un peu les champs pour trouver un fusil. En même temps, on a un marchand d'armes, enfin, un collectionneur d'armes. Un collectionneur, ouais. Américain qui cherche aussi un fusil. Donc, peut-être qu'ils vont se croiser. Voilà, j'en dirai pas plus. Il faut dire que c'est très drôle. C'est très drôle, c'est une comédie. C'est très drôle parce qu'il faut dire que le Bhoutan, on dit que c'est le pays du bonheur national. Voilà. Ils sont tellement heureux avec le roi, c'est qu'en fait, ils ne comprennent pas à quoi ça sert une démocratie. Tout va bien. Oui. Et en fait, le film est un peu à cette image-là. C'est très cool, c'est très détendu, très drôle, mais jamais méprisant. Il y a toujours beaucoup d'empathie pour les personnages. Il y a un discours pacifique aussi, pacifiste. Exactement. Et donc, c'est une vraie belle histoire, très agréable à regarder. Ouais. Et donc, The Monk and the Gun, qui est à voir au cinéma. Dépêchez-vous pour voir encore. Il n'y a plus beaucoup de séances. Allez-y, c'est un coup de cœur commun, vous l'aurez compris. Patrick, toi, tu nous parles du château de Cagliostro. C'est le tout premier film du maître de l'animation japonaise Hayao Miyazaki. Regarde, tu nous l'as même apporté. Ouais. Il est juste ici. Absolument. Voilà, sorti en 1979. Tu as voulu nous en parler parce qu'il ressort en salle. Donc on peut le voir chez soi, mais au cinéma aussi. Il ressort en salle, c'est-à-dire que même il sort en salle parce qu'il n'était pas sorti en Suisse à l'époque au cinéma. Et donc c'est l'occasion de le découvrir dans une copie restaurée. C'est vraiment magnifique parce que c'est une aventure déjà trépidante. Il y a plein de choses qui se passent. On passe plein d'ambiances différentes. Il y a de l'action. C'est vertigineux par moments. Et puis il y a plein d'éléments qui déjà préfigurent sont des éléments qui vont se retrouver dans le cinéma de Miyazaki. Le mystère et la magie, le côté merveilleux de la nature, les ruines abandonnées, des objets volants un peu particuliers. Ouais. Tout ça à travers l'histoire d'un personnage qui serait Arsène Lupin, adapté en tout cas pas mal, inspiré d'Arsène Lupin. Descendant d'Arsène Lupin. Descendant d'Arsène Lupin, son petit-fils. C'est ça. Qui va devoir libérer une princesse qui est prisonnière dans un château. Et puis il y a une histoire aussi de fausse monnaie, donc une enquête à mener aussi. C'est super pour toute la famille à découvrir. Voilà, vraiment. Pour toute la famille, l'occasion de le découvrir ou redécouvrir en salle, donc chez nous. Et puis moi, alors ça c'est à voir chez soi, mais je vous conseille du coup en double programme ou même en programme seul. Sur Amy Winehouse, au lieu du film, eh bien, moi, je vous conseille le merveilleux documentaire qui s'appelle Amy, réalisé par Asif Kapadia, sorti en 2015. C'est vraiment un documentaire exceptionnel, d'une richesse hallucinante en termes d'images d'archives. Et alors là, on parlait d'absence de point de vue ou de côté un peu fade. Sur la musique ou la créativité. Voilà. Alors là, un point de vue, je peux vous dire qu'il y en a un. Ça nous retrace vraiment qui était Amy Winehouse, comment expliquer son succès et sa descente aux enfers. Ça n'épargne rien ni personne. Et puis, en termes musicaux, c'est juste splendide. Super. Et on verse même la petite larme à la fin. On est obligé. Voilà, ça c'était donc les coups de cœur. Un très bon réalisateur de doc. Exact. Kapadia. Et celui-là est un chef-d'œuvre. Et merci messieurs, merci Thibaut. Merci à toi. Et merci Patrick. Merci à vous. Pour cette émission cinéma printanière, donc voilà, avec des films, du bon, du moins bon, vous l'aurez compris. On espère en tout cas que la prochaine émission sera tout aussi riche en cinéma. D'ici là, bonne séance, bon film et à bientôt.